et bienvenue au podcast Tu peux fin de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être avec Sylvie du Centre de prévention suicide de Montréal. Bonjour Sylvie, ça va bien? Allô Sarah, ça va super bien et toi? Bien, merci. Alors, je vais faire une courte présentation de l'organisme et tu pourras bien sûr en rajouter là, par la suite. Alors, le Centre de prévention suicide de Montréal est un organisme communautaire autonome qui œuvre depuis plus de 40 ans auprès de la population montréalaise. Sa mission est de prévenir le suicide, d'intervenir auprès des personnes détresse suicidaire et de soutenir les proches ainsi que les personnes endeuillées par le suicide. Il joue également un rôle important en sensibilisation, en formation, en accompagnement des milieux de travail, écoles, organismes et des professionnels. As-tu quelque chose à rajouter? Hey, t'as fait le tour, mais je suis sûre qu'on va pouvoir se permettre de peut-être décliner un peu tout ce qui se fait à partir des actions que tu as posées. Mais tu as fait quand même un beau tour d'horizon de ce qu'on fait au Centre de prévention du suicide de Montréal. Et qui es-tu, toi, Sylvie, auprès de l'organisme? Ben moi, je suis depuis plus de 4 ans maintenant la directrice générale. Ça fait quand même tout près de 30 ans que j'évolue dans le milieu communautaire. Alors, je connais vraiment bien l'action communautaire autonome et c'est un défi que je me suis lancé il y a 4 ans de changer de population cible. Ça faisait plus de 13 ans que je travaillais auprès des populations en situation d'itinérance et évidemment, je suis formée en intervention sociale. Alors, pour moi, je me promène dans les populations parce que je suis passionnée par l'intervention sociale. Alors, actuellement, depuis 4 ans, j'occupe les fonctions de directrice générale du centre. Et qu'est-ce qui t'anime le plus à chaque jour? En fait, c'est tous les petits pas que les gens que les gens font, même dans des situations de très grande vulnérabilité. Je suis assez impressionnée de la résilience des populations, des gens qui vivent de la détresse, à quel point il y a toujours de l'espoir. Ça m'anime, ça me passionne, ça m'intéresse. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à quitter l'univers de l'intervention sociale parce que c'est quelque chose qui je suis aux premières loges de la réparation de plusieurs personnes, puis de la résilience de plusieurs personnes. Et si tu aurais une chose à retenir chaque jour que tu amènes dans ta propre vie concernant l'organisme, ça serait quoi? Je dirais que ben, c'est dur, hein, des fois de parler de soi, de qu'est-ce qu'on apporte, mais je dirais que moi, je suis une fonceuse, puis je suis une personne qui veut toujours améliorer ce qu'on fait. Parce qu'on fait des choses bien, mais on peut toujours faire mieux. Fait que je suis toujours dans cette perspective-là de comment on peut améliorer tout ce qu'on fait pour encore aider, mais aider mieux. C'est magnifique, très Mmh. belle vision. Et si on se penche sur les 1000 et un services que vous offrez, parce qu'il y en a plusieurs, pour en avoir découvert moi-même plusieurs, j'aimerais vraiment qu'on les voit en détail. Alors, dites-moi ce que vous offrez pour les personnes en détresse ayant des idées suicidaires. En fait, c'est l'origine de l'organisation part de soutenir les personnes en détresse qui ont des idées suicidaires, bien évidemment. Alors, il y a plus de 40 ans, il y a une organisation qui s'est formée et plusieurs autres, hein, ont suivi parce qu'on n'est pas les seuls, on n'est pas le seul centre de prévention du suicide au Québec. On est plusieurs dans plein de régions. Nous, notre mandat se situe sur l'île de Montréal et donc toute l'île, fait partie là, du réseau avec lequel on travaille. Donc, le travail fait auprès de ces populations-là part sur une ligne, sur un continuum. On les accueille lorsqu'elles sont en détresse, mais on peut les accueillir quand elles commencent à aller moins bien. Puis on peut les accueillir aussi après une crise suicidaire, juste pour leur permettre de ventiler sur ce qu'ils ont vécu, puis comment ils peuvent nous autres, on fait vraiment de l'urgence davantage. Après ça, on réfère, c'est notre travail. Fait que quelqu'un aurait besoin de soutien pour quelque chose qu'on a discuté pendant la crise. On peut, après ça, l'accompagner vers d'autres ressources, d'autres services. Alors, les personnes nous appellent souvent quand elles ont des idées suicidaires. Et tu vas m'entendre souvent parler d'idées suicidaires et non d'idées noires parce que c'est très flou, idées noires. Alors, quand on parle d'idées suicidaires, d'ailleurs, c'est le mandat des intervenants, c'est d'aller valider la détresse suicidaire. Est-ce que la personne pense au suicide? Alors, c'est une question franche, claire, et on va avoir une réponse claire pour pouvoir mieux l'accompagner. Alors, ils peuvent nous appeler par différents moyens que vous avez peut-être déjà entendus, mais je vais les répéter parce que c'est jamais trop. 1-866 appel.
Les gens peuvent appeler et 24 heures sur 24, 365 jours par année, 7 jours sur 7, un intervenant qualifié va leur répondre. Ensuite, ils peuvent utiliser un autre service qui est existant, qui est en collaboration avec d'autres CPS et soutenu par l'AQPS, qui est l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est suicide.ca. Donc, les gens peuvent clavarder avec nous sur le site de suicide.ca et parce qu'on est un des partenaires, là, il y a 2 autres CPS au Québec qui le font, nous, Québec et Sorel. Et ensuite, vous pouvez aussi communiquer avec nous par texto. On sait que pour une population, particulièrement chez les jeunes, le 53, 53, 53, c'est une belle façon de pouvoir nous rejoindre. Tu n'es pas obligé d'être en discussion, mais tu peux avoir une communication texto avec un intervenant qualifié. Et c'est toujours des intervenants qualifiés qui répondent aux personnes qui sont dans des détresse suicidaire. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle? Donc, est-ce qu'on évalue les risques? Fais-moi un appel type. Ouais. En fait, quand les personnes nous appellent, effectivement, on est branché sur les bonnes pratiques en prévention du suicide. On reste branché aussi sur la recherche. On reste vraiment, je pense qu'on doit toujours rester alimenté pour être certain qu'on est en adéquation avec les bonnes pratiques, mais aussi qu'on répond adéquatement aux personnes qui nous appellent. Alors, il y a évidemment une évaluation du risque suicidaire et c'est pour ça que la question, est-ce que tu penses au suicide en ce moment, vient rapidement. Tu sais, les gens, des fois, font comme, «Ah, mon Dieu, tu me poses cette question-là, mais nous, notre travail, c'est d'évaluer le risque suicidaire et l'urgence, d'agir rapidement ou pas. C'est vraiment notre boulot dès le départ. Alors, il y a 7 critères sur lesquels on évalue là, le risque suicidaire et je rentrerai pas dans tous les détails parce que c'est vraiment dans les bonnes pratiques d'intervention, mais somme toute, les intervenants sont tous formés. En plus d'une formation pour la plupart qui vient, soit de la sexologie, de la psychologie, du travail social, tout ce qui est relation d'aide, les gens vont être formés aussi en prévention du suicide, qui est quand même assez ardu comme tâche, là. Il y a quand même un boulot de plusieurs jours, plus de la formation de ligne, donc soutenu par d'autres intervenants qualifiés qui les accompagnent. Mais ils vont avoir vraiment un intervenant qui a toutes les bonnes pratiques, qui a eu une bonne formation pour être en mesure de répondre adéquatement. Il n'y a pas de temps. Des fois, les gens nous disent, ça prend combien de temps évaluer un risque? Bien, évidemment, on va évaluer le risque ou le danger rapidement parce qu'on pose la question rapidement, mais on va aussi aller alimenter avec des questions plus qui vont venir compléter, en fait, l'évaluation du risque tout au long de l'appel. On a des moyennes d'environ 45 minutes d'appel, mais ça peut prendre des fois 10 minutes, comme des fois, ça peut prendre 1 heure et quart, 1 heure et demie. Il n'y a pas de délai. Nous, ce qu'on veut, c'est répondre adéquatement à partir de ce que la personne nous transmet, de son rythme, de l'état dans lequel elle nous appelle aussi, parce qu'on veut bien respecter aussi tout ça. Pour nous, c'est important de respecter la personne qui nous appelle. On trouve ça déjà très fort, quelqu'un qui prend le temps de nous appeler. C'est vraiment, puis ça nous démontre aussi qu'il y a de l'espoir. Tu sais, ça alimente l'espoir de voir qu'une personne nous appelle, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Tout va bien, on va trouver des moyens. Quand je dis tout va bien, pas pour la personne nécessairement, mais on va trouver avec elle les meilleurs moyens pour l'aider à passer au travers de cette période-là un petit peu plus difficile pour elle. Et tu as mentionné qu'il n'y avait pas de limite de temps, mais à quoi on peut s'attendre de l'intervenant lorsqu'on appelle? Parce qu'on peut être dans plein d'états lorsqu'on appelle, on peut peut-être ne pas vouloir parler ou qu'est-ce que l'intervenant va faire directement? Ben, le rôle de l'intervenant, c'est, ben, là, je vais dire une réponse très bête, c'est d'intervenir à partir du besoin de la personne. Si la personne est en pleurs, elle est en crise, on va lui laisser le temps, on va lui c'est toujours, tu vas entendre les intervenants, puis tu sais, je suis choyée d'avoir des intervenants vraiment bienveillants, disponibles à l'écoute, mais les intervenants de l'équipe vont prendre le temps, puis dire, écoute, prends le temps. Je suis là, tu sais, prends le temps. Il y a pas d'obligation que la personne se mette à pitcher tout, là. On va valider des trucs, mais on va lui laisser le temps de reprendre son air. Tu sais, des fois, ça prend beaucoup de courage, là, de dire, je vais téléphoner, puis là, ben, on va lui laisser juste le temps de se déposer puis de créer le lien. Nous, on a un travail d'alliance thérapeutique à faire avec la personne. Il faut qu'on soit capable de créer un lien qui va être assez significatif pour qu'elle nous parle. Donc, tout est une question de respect, de rythme, d'écoute, de disponibilité et c'est ça qu'on doit s'attendre de des intervenants qui répondent au centre de prévention, mais aussi de qualification, de personnes qui connaissent comment s'y rendre, qui vont prendre le temps. Alors, tu sais, quand on appelle, on se dit, ben là, je vais avoir de l'air de quoi? Tu auras de l'air d'une personne qui veut améliorer la détresse qu'elle vit en ce moment. Alors, il y a pas de jugement. Si on s'attend à un intervenant, pas de jugement. Ils sont pas là pour juger la situation, ils sont là pour aider à ce que la personne puisse voir que
il y a de l'espoir encore, mais comment on s'y rend à cet espoir-là? Elle va aider à démêler, je dirais, les trucs. Parce que des fois, tu parlais tantôt de brouillard quand on jasait hors ondes, là. Mais tu sais, le brouillard, là, des fois, ça vient mettre dans un état où on n'est plus capable de faire des choix éclairés. Ben, le travail, c'est d'enlever, là, faire un peu de ménage là-dedans pour voir qu'il y a encore du possible. Puis c'est quoi, faire quoi, qu'est-ce qu'elle est capable de faire à petit pas aujourd'hui pour améliorer ça. On s'attend pas qu'à la fin de l'appel, toute la détresse soit partie. Parce que ça, je veux dire, la détresse, des fois, c'est accumulé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration puis que la crise descende. C'est ça notre objectif comme intervenant au CPS. La crise aussi, on est souvent face à notre feuille de papier en plein fouet, puis on voit absolument plus rien, puis c'est détacher la feuille de papier face à nos yeux, puis de voir des étincelles de lumière, je pense. Oui, puis tu sais, c'est pas les moi, je dis souvent aux intervenants, puis les intervenants sont ils sont en ligne avec ça. On cherche des solutions, mais pas nos solutions. Les intervenants sont pas là pour donner leur solution. Ma solution n'est pas nécessairement la tienne, Sarah. La solution, elle est souvent devant nous, mais comme tu le dis, à cause de tout ce qui vient embrouiller ce qu'on vit en ce moment, c'est difficile de voir tu sais, de se projeter, de voir l'après-détresse ou l'après là, tempête, là. Qu'est-ce qui va se passer quand le soleil revient, là? Tu sais, des fois, c'est dur de voir ça. Alors, l'intervenant, c'est de l'amener à se promener vers ça pour dire: «Attends un peu, j'ai eu des bons moments, puis je suis capable d'en avoir d'autres, mais ça va être à partir de ces solutions. Nous, on travaille pas à partir de nos solutions». Et vous avez un service de relance qui n'est pas Oui, rien. Est-ce qu'on peut en oui. parler? Bien sûr. En fait, le travail de relance qui est fait à tous les jours chez nous, c'est, suite à un appel de détresse, une personne qui nous appelle qui est en crise et ça peut être aussi pour les proches. Tantôt, je t'en reparlerai un petit peu plus, mais une personne qui nous a appelé pendant une crise suicidaire et on a évalué qu'elle était encore, tu sais, fragile. On veut être sûr que tout va bien, que ce qu'elle avait mis comme plan de sécurité, est clair pour elle. Elle veut pas rajouter de quoi dans son plan de sécurité. Quelques heures pour ne pas dire quelques jours, habituellement entre 24 et 72 heures, il y a une personne qui est un intervenant à nouveau, qu'on appelle la deuxième ligne, qui va rappeler la personne pour dire: «Vous avez téléphoné il y a 3 jours, je voyais que tata, vous avez téléphoné il y a 24 heures, on s'était entendu qu'on allait valider aujourd'hui comment ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus aujourd'hui pour améliorer? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pas? Est-ce que vous avez besoin de soins d'urgence?» Tout ce genre de questions-là vont venir parce que des fois, il y a une accalmie, mais oups, le lendemain, ben, l'impulsif, toute l'émotion reprend. Alors, on va aller valider comment se situe la personne après la crise, même si elle a descendu pendant le premier appel. Alors, ça garde un lien. Puis, on peut rappeler quelques fois aussi, dire, est-ce que tu voulais que je te rappelle? Est-ce que tu voudrais que je te rappelle dans 2 jours, juste pour qu'on s'assure que. Donc, on relance la personne. Elle n'a pas nécessairement à refaire le pas de nous appeler. On le fait avec elle. Alors, c'est quand même une belle façon de garder un lien. Et la personne, après, des fois, elle dit: «Ben, tu peux-tu me rappeler dans 2 semaines?» Je sais pas, j'ai genre un gros événement dans 2 semaines, puis on dirait que j'aurais besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui va être là pour moi si ça arrive, peu importe. Alors, on peut faire ça aussi. On répond aux besoins de la personne, on adapte notre intervention aux besoins de la personne. Et lors du premier coup de fil, est-ce que c'est demandé ça, la relance, ou c'est fait automatiquement lorsqu'on voit un degré plus élevé? C'est pas tous les appels qui vont se terminer en relance. Ça va être vraiment l'intervenant qui va faire l'évaluation puis qui va dire: «C'est une personne qu'on devrait relancer». Puis des fois, ça peut être même l'individu qui dit: «Pensez-vous que vous pouvez me rappeler?» Puis là, on va ajouter parce qu'on tient pas on tient des dossiers juste pour s'assurer de tu sais, c'est pas des dossiers d'évaluation comme un travailleur social te suit dans un bureau. Mais nous, on veut s'assurer de pouvoir bien répondre adéquatement. Donc, il va y avoir un petit, comment je dirais ça? Une petite cloche qui va sonner chez l'intervenant de deuxième ligne qui va téléphoner dans 2 jours pour dire: «Ben oui, il y a la dame a demandé qu'on la rappelle». Puis on la rappelle pour voir: «Vous avez demandé qu'on vous rappelle, comment ça va aujourd'hui?» Donc on va refaire: «Est-ce que vous pensez au suicide?» Ça va encore être cette question-là parce que nous, notre travail, c'est d'évaluer l'urgence suicidaire. Donc des fois, tu sais, je trouve que ça enlève un tabou. Tantôt, on va peut-être parler de tabou, mais tu sais, les gens, c'est raide, là, ils nous parlent tout de suite de suicide. Ben oui, nous, notre travail, c'est faire de l'évaluation du risque suicidaire. Donc, naturellement, le mot suicide va ressortir. Naturellement, on va évaluer rapidement le risque. On va te poser cette question-là dans les 2, 3 premières questions, là, souvent après le nom. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Sylvie. J'aimerais ça qu'on puisse, j'aimerais ça évaluer avec toi comment ça va aujourd'hui. Est-ce que tu penses au suicide? Ça va être très rapide, là. C'est dans les 2 premières minutes à peu près, on pose cette question-là. Fait que les gens font: «Ah mon Dieu!» Mais c'est ça notre travail. Alors, c'est normal qu'on pose cette question. Pour les proches maintenant, qui Hey, n'est pas rien.
Non. En fait, c'est un service que je trouve, comme toi, tu me l'as nommé tantôt, très, c'est un incontournable. Les proches sont souvent pris avec beaucoup d'anxiété liée à la détresse d'un proche. Enfants, famille, amis, parents, tu sais, ils savent pas tout le temps quoi faire, puis c'est sûr parce que c'est un sujet qui est quand même dur à aborder à quelqu'un qu'on voit qui voit pas bien. Puis des fois, il y a des signes qui disent: «Ah mon Dieu, penses-tu à ça?» Puis là, ça m'inquiète. Ben nous, on peut accompagner un proche dans plein de contextes. On peut accompagner un proche à en discuter avec la personne qui est son proche, de sa famille, de son ami, du travail, peu importe. On peut aussi Elle peut nous appeler avec la personne qui est en détresse, puis on va faire comme la triangulation, puis on va finir avec la personne en détresse. Elle peut juste appeler en disant: «J'ai fait telle intervention avec elle» ou tu sais: «J'ai dit la ch est-ce que je peux?» Mais on peut aussi juste l'aider, elle, à vivre l'anxiété, tu sais, à diminuer l'anxiété qu'elle vit suite à toute la détresse que son proche vit. Parce que des fois, il y a de la culpabilité, il y a plein de choses là-dedans. Alors, on peut accompagner ce proche-là et même regarder avec elle d'autres types de solutions. On pourrait évaluer évidemment son risque suicidaire à elle aussi, parce que ça peut arriver aussi que des fois, il y a de la contamination. «Ah, je me sens pas à la hauteur». On peut évaluer aussi son risque et si on voit qu'il y a pas de risque suicidaire, on va l'aider à mieux l'accompagner pour accompagner son proche à venir vers nous, pour pas qu'elle ait ça tout sur ses épaules. On va aussi déculpabiliser, là, c'est toute la détresse que la personne vit suite à: «Ben là, tu sais, c'est mon enfant, c'est ma mère, je pourrais-tu faire plus?» Tu sais? On va travailler avec elle à évidemment, trouver de l'espoir dans ce qu'elle vit en ce moment. Parce qu'on peut pas invalider le senti. Tu sais, le senti, quand on vit quelque chose, même si j'en pense pas à ça, hey, tu sais, moi, je le vis, viens pas faut pas que tu invalides ça, je le vis, c'est ça mon senti. Mais en même temps, on peut trouver des manières que cette personne-là trouve en elle certaines forces pour enlever la culpabilité qui l'anime souvent dans la détresse d'un proche. Alors, on l'accompagne au même titre qu'une personne en détresse suicidaire. On va parler tantôt du service aux personnes endeuillées, mais ça aussi, c'est de soutenir des proches. On travaille beaucoup avec les proches. C'est la partie souvent moins connue, je dirais, des centres de prévention suicide. On pense souvent, ah, ils vont parler avec les personnes en détresse ou les personnes qui pensent au suicide, mais on accompagne une grande proportion de proches à tous les années dans nos, actions, au CPS. Et pourquoi tu crois que c'est important d'accompagner aussi les proches? Ben, en fait, les proches font partie de l'écosystème de la personne en détresse, puis, ben, moi, je pense que le suicide, ce n'est pas une affaire d'intervenant uniquement. Le suicide, la prévention du suicide, tout le monde peut faire une différence, même si c'est une petite affaire de même. C'est pas parce qu'on est qualifié, oui, c'est notre travail à tous les jours, donc on a plus d'outils dans notre boîte à outils pour faire ça, mais on a tous été témoins d'une personne qui vivait de la détresse dans notre vie. On est tous près de près ou de loin, on a connu quelqu'un qui a passé à l'acte. On connaît tous de près ou de loin des personnes qui sont inquiètes pour quelqu'un. On entend le mot suicide. Tu sais, à Montréal, Sarah, il y a encore 4 suicides par semaine à Montréal depuis 15 ans. Ça n'a pas bougé. 4 suicides par semaine, où ce qu'on est rassuré, puis je me permets un petit éditorial, c'est qu'on se dit, on fait certainement des choses de bien parce qu'on voit comment actuellement, depuis quelques années, la détresse est plus grande. On voit aussi des intersections dans plein de problématiques. On voit la difficulté pour les gens de se loger, de se nourrir adéquatement. On voit des gens dans la rue de façon plus importante. Il y a beaucoup de choses qui fait que notre système est malade, puis on continue encore, à l'heure où on se parle, d'avoir 4 suicides. Évidemment qu'on tend vers le zéro suicide. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait plus de suicide. C'est pour ça qu'on existe au final. Et je crois que chaque proche peut faire une différence, même s'il pense que non, je connais rien là-dedans. Juste d'être dans l'écoute, juste de donner un numéro de téléphone, juste ça, ça peut faire toute une différence. Alors tout le monde, pour moi, la prévention du suicide, tout le monde peut faire une différence. Donc les proches sont souvent la première personne qui peut faire une différence, ne serait-ce que juste de dire: «J'ai entendu qu'elle vit de la détresse, je vais lui donner le numéro de téléphone, je vais appeler avec elle. Je m'en irai pas ce soir, je vais rester ici parce que je la sens en détresse». Juste ça, là, c'est des petits gestes où tu es pas en train de faire de l'intervention, mais tu prends le temps d'accompagner la personne. Alors, leur donner ces petits outils-là aux personnes qui nous appellent, ça les rassure énormément. Puis on est toujours au bout du fil s'ils ont besoin de plus de soutien pendant qu'elles sont avec la personne. Et au niveau des proches, est-ce qu'il y a un service de relance aussi?
Tout à fait. On peut rappeler les proches aussi. Si la personne elle vit vraiment beaucoup d'anxiété, on peut rappeler la personne. Souvent, elle va nous dire: «On peut-tu se reparler? Tu sais, j'aimerais ça ou est-ce que» puis on peut dire ah, tu sais, on des fois, c'est pas le bon moment. On choisit même l'heure avec la personne. Tu sais: «Tu voudrais que je te rappelle vers midi?» Je vais te rappeler vers midi. Donc on se met, tu sais, dans notre petit agenda, à midi, telle personne, on doit la rappeler parce que c'est là qu'elle est disponible. On essaie aussi de suivre son rythme. Si elle est au travail puis elle veut pas en parler pendant qu'elle est au travail, on va l'appeler après le travail en soirée. Tout ça, on peut adapter notre intervention à la personne avec qui, on travaille ou avec qui on parle, que ce soit la personne, qui a un risque suicidaire ou le proche qui l'accompagne. Et est-ce que c'est la même personne qui va rappeler ou c'est une personne différente? Ça peut être une personne différente, ça peut arriver parce qu'on est sur 24 heures sur 24, donc évidemment, mais nous, on appelle ça comme vraiment un travail d'équipe, de collaboration. On met les notes importantes, puis on essaie le moins possible de faire répéter l'histoire à la personne. Il se peut que des fois, on dise: «Pouvez-vous m'en parler?» Puis des fois, ça change aussi. Tu sais, quand on vit quelque chose de difficile, on la on tu sais, on des fois, on en parle avec de la hargne, de la colère, puis le lendemain, on est plus avec de la tristesse, puis fait que, tu sais, ça peut bouger, hein, nos émotions, ça bouge. Fait que ça se peut qu'on dise: «Ben, moi, j'ai entendu que vous êtes inquiète, mettons, pour votre fils, Vous avez parlé de ça hier, avec une autre intervenante. Comment je peux vous accompagner mieux aujourd'hui? Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous aviez dit que vous alliez faire ça. Est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs?» Tu sais, on va l'accompagner. On va savoir comment, l'accompagner. Des fois, c'est la même personne. Tu sais, on a des personnes ça fait longtemps qu'ils travaillent au CPS, qui travaillent dans le service de deuxième ligne. Alors, c'est des personnes qui sont souvent aux premières loges puis qui reparlent souvent aux mêmes personnes. C'est correct, mais ça peut arriver que ce soit un autre intervenant, mais ça changera pas la qualité de l'action. Des fois, l'alliance thérapeutique peut changer un peu. Tu as créé un bon lien avec une personne, puis oups, c'est pas elle qui te rappelle. Mais en général, tous les intervenants ont les mêmes compétences pour agir et intervenir. Donc la qualité est toujours là et l'importance de la personne qui est au à la ligne téléphonique qui appelle est toujours là. Toujours. Puis si on trouve que c'est pas à la hauteur, il y a toujours moyen de faire une plainte pour que nous, on ajuste, qu'on améliore. De toute façon, on travaille en amélioration. Tu sais, tu te rappelles ce qui est important pour moi, c'est qu'on améliore toujours ce qu'on fait. On est des humains aussi, c'est pas des machines qui répondent aux gens. C'est des humains qui vivent aussi une vie, qui ont des périodes puis qui se mettent tout le temps en posture d'intervention, mais à tous les jours, ces intervenants-là entendent la détresse des autres, tu sais. Alors nous, c'est important pour nous de faire attention à ces intervenants-là aussi. Il faut s'assurer de bien les soutenir, de leur donner tous les endroits nécessaires pour ventiler, pour qu'elles puissent sortir toute cette détresse-là qu'elles entendent à tous les jours. C'est quand même tu le disais tantôt, mais c'est un travail qui demande une grande résilience puis beaucoup d'empathie. Parce que dès qu'ils sont trop dans la sympathie, ça vient nous gruger de l'intérieur, tu sais. On peut être très sympathique à des causes qui nous ressemblent plus aussi. On est des intervenants. Des intervenants, c'est des humains. Alors, en arrière de leur petit code d'intervenant, ça se peut qu'une journée, ils étaient plus fragilisés d'une situation qu'ils ont vécue quelques minutes avant, on ne sait jamais. Mais le travail, c'est justement d'avoir une équipe dédiée qui va les accompagner, les soutenir quand, des fois, on leur dit: «Non, là, tu prends pas d'appel tout de suite, c'est mieux que tu prennes une pause parce que tu viens de vivre un gros appel», tu sais? Alors, faut les accompagner là-dedans aussi, mais c'est ce qui fait la différence. C'est des humains qui travaillent, c'est pas une machine. Et ça, c'est important. Et Ouais. pour les personnes endeuillées maintenant, qui est aussi Ouais. important, premièrement, j'aimerais ça que tu me parles, c'est quoi une personne endeuillée? Parce qu'on entend rarement ça. Et qu'est-ce que vous offrez aussi pour ces personnes-là? En fait, notre action se porte surtout et presque exclusivement pour les personnes endeuillées par suicide. Donc, c'est des personnes qui un proche, quelqu'un du travail, quelqu'un qu'elle connaissait, s'est suicidé. On parle du deuil, tu sais, le deuil, c'est très large. On peut faire le deuil d'une rupture amoureuse, on peut faire le deuil d'un ami qui est décédé ou d'un parent qui est décédé, d'une mort naturelle, d'un accident. Mais nous, on agit auprès des personnes endeuillées par suicide. Donc, les personnes qui ont perdu quelqu'un qui, s'est donné, la mort pour la simple et bonne raison que c'est une particularité d'intervenir. Puis les thèmes qu'on va aborder avec eux dans l'accompagnement, c'est vraiment lié à la prévention du suicide. C'est aussi s'assurer qu'eux autres sont pas en détresse suicidaire suite au deuil d'une personne qui a passé à l'acte. Alors, il y a différentes façons qu'on le fait. On le fait en accompagnement individuel, ça peut être en présence ou par Teams.
Nos personnes endeuillées aiment beaucoup le contact. Des fois, la première fois, ils vont parler en Teams, mais après ça, ils vont venir au bureau pour pouvoir être en relation avec un intervenant. C'est évidemment, ça, c'est le service, c'est un service de deuxième ligne. Donc, les personnes peuvent nous appeler pour dire: «J'ai perdu quelqu'un par suicide, j'ai besoin d'en jaser, j'ai besoin d'aide». Alors, ça peut aller jusqu'à 10, puis des fois un peu plus de rencontres en one-on-one, individuelles, en présence ou, heu par Teams, et ça peut, quand on voit que la personne a repris, là, tu sais, un petit peu plus de pouvoir sur sa vie, se sent mieux, ben, on va lui proposer aussi une autre possibilité, c'est les groupes de soutien pour personnes endeuillées. Et là, les groupes de soutien, ça peut être jusqu'à 10 personnes. C'est un groupe, actuellement, ils sont fermés, mais ça pourrait être un groupe qu'on pourrait amener à évoluer, qui pourrait être un groupe ouvert, qui permet aux gens de connaître d'autres personnes qui vivent le même type de détresse. Vivre un deuil, c'est difficile. Vivre un deuil par suicide, c'est très difficile. Et ce qu'on leur permet, c'est vraiment d'avoir un espace pour échanger avec des proches qui pourraient comprendre ce qu'ils ont vécu, comme les mettre dans le dans et c'est un espace très bienveillant. Les gens ont le droit de nommer ce qu'ils vivent. Des fois, c'est de la colère envers la personne qui s'est suicidée. Des fois, c'est tellement de la grosse souffrance, de la détresse, mais on les met en groupe quand ils sont prêts, un peu plus près. Mais des fois, le choc d'entendre d'autres histoires, ça peut venir, raviver des trucs, mais il y a vraiment des intervenants qui les accompagnent tout le long du processus. Ce sont souvent 2 intervenants pour le groupe aussi. Alors, tu sais, si quelqu'un doit sortir parce que vit une trop grande émotion, ben, il y a un intervenant qui va aller avec cette personne-là. Donc, le groupe, pour personnes endeuillées, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Les gens, ont après ça, je trouve, un beau sentiment d'appartenance envers l'organisation. Moi, en tout cas, je vois beaucoup de gens, exemple de mon conseil d'administration, qui sont des personnes endeuillées par suicide, qui ont vécu, du soutien il y a plusieurs années, puis oups, tout à coup, ils veulent s'impliquer, puis ils deviennent membres du conseil d'administration. Donc, il y a comme une roue, là, il y a quelque chose qui se crée avec les personnes là, qui viennent chercher de l'aide au CPS, puis qui redonnent après ça à la communauté en s'impliquant. Il doit avoir aussi une certaine compréhension de la chose sans avoir la compréhension complète, si je peux dire, du deuil, qui peut s'avoir passé. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, on le sait, mettons, quand on parle d'administrateurs, ils sont plus là pour s'assurer que notre mission soit en adéquation avec les ce qui ont pour qu'on existe, qu'on dépense diligemment les sommes. C'est surtout leur mandat, mais je les vois très intéressés par, les projets qu'on développe pour les adapter notre intervention. Ils sont très intéressés par ce qu'on met de l'avant pour soutenir mieux les proches, qu'est-ce qu'on met de l'avant pour soutenir mieux les personnes. Ça les intéresse, encore plus. Tu sais, des fois, les administrateurs, c'est quelque chose qui les, tu sais, ils se disent: «Bon, je soutiens une cause, mais je vais m'assurer juste qu'on», tu sais, je vais être mon rôle d'administrateur, mais eux, ils ont comme le cœur aussi très présent. Je dis pas que les administrateurs ont pas ça, là, mais tu sais, à cause de leur parcours, parfois, ça vient teinter, leur intérêt sur les opérations davantage. C'est parce que, tu les administrateurs sont là pour la mission puis la grande vision, puis nous, on est là pour opérationnaliser le tout, mais ils sont bien stimulés par ce qui se passe. Ils s'en mêlent pas, là, ils sont pas des intervenants, mais ils sont intéressés par ce qui se passe énormément. Mais aussi dans le groupe, d'être avec des personnes qui ont vécu des choses, similaires. Il doit y Ouais. avoir beaucoup de compréhension entre les personnes. Ça fait Moins des de beaux groupes. solitude. Oui, c'est ça, ça brise la solitude. Des fois, on a l'impression qu'on est seul d'avoir vécu ce genre de gros drame-là, parce que c'est un gros drame. Puis là, on fait comme: «Oh mon Dieu, il y a d'autres personnes». On dirait que ça vient comme apaiser, puis ça permet des fois de créer des ponts puis des liens entre ces personnes-là. Puis eux-mêmes, des fois, ils trouvent, tu sais, ils sont forts, les personnes endeuillées aussi. Ils trouvent des trucs à faire ensemble pour continuer à s'impliquer dans la communauté. Des fois, ils font, écoute, j'ai vu tellement des belles initiatives citoyennes de dire: «Moi, j'ai vécu du soutien, je veux soutenir le», fait que je suis venue vivre 10 séances, là, je travaille avec 2 3 personnes du groupe, puis là, on va créer une autre initiative pour aider encore plus de gens. C'est beau de voir, comment les gens se mobilisent pour la prévention du suicide. On est, en tout cas, moi, ça fait 4 ans que je suis au CPS, puis je suis très impressionnée de la rigueur, de la capacité de résilience des personnes qui nous appellent. Je les trouve vraiment forts. Mais on est fait aussi en tant qu'humain pour vivre en groupe, Ah s'entraider, oui, donc de voir ouais. ça, c'est magnifique.
Vraiment, c'est vraiment beau. Puis tu sais, on en voit dans plein de congrès. Après, on les rencontre, les personnes endeuillées sont aussi invitées, puis ils parlent de leur parcours. Puis je me «Mon Dieu, qu'ils sont bons». Je les trouve vraiment bons. Fait que je suis très fière qu'on puisse offrir du soutien. Puis je dois dire que les intervenants qui les accompagnent, moi, j'ai des intervenants de très, très longue date, là, que ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent auprès des personnes endeuillées. Alors, tu sais, ils sont habitués, puis ils ont la posture que ça prend pour être en discussion avec eux, prendre le temps, aller au rythme, ne serait-ce que même le ton avec lequel ils accompagnent les personnes, tout est là pour qu'ils se sentent, en sécurité, bien, puis à un endroit où ils peuvent, nommer ce qu'ils ont envie de nommer aussi. En confiance aussi, En j'aurais envie de dire. confiance, sans jugement, dans le respect, à leur rythme. C'est ça, tu sais, c'est vraiment les grandes, qualités de l'intervenant qui travaille au CPS qui sont nécessaires pour faire ce boulot-là. Paul, Oui. c'est pas rien. Ben, en fait, on fait, je pourrais parler parce que, tu sais, sur le spectre, on a parlé de l'intervention beaucoup première, deuxième ligne. Dans notre rôle, on a aussi, puis on y reviendra si tu veux tantôt, Sarah, mais toute sensibilisation, prévention. Qu'est-ce qu'on fait avant? Parce que, tu sais, il y a plein de choses à faire avant qu'on travaille avec la crise. Et après ça, on a aussi la postvention. Et ça, c'est vraiment le volet qui s'intéresse davantage aux entreprises, mais aussi à une multitude de trucs. Vous allez voir là, circuler, si tu as vu un peu sur notre site web, on est en campagne de dons majeurs en ce moment. On fait une campagne pour aller ramasser des sous pour développer des nouvelles initiatives. Et un des projets, c'est vraiment que chaque milieu de vie, quand tu parlais qu'on était en groupe, ben chaque milieu de vie, ça a des impacts. Quand quelqu'un vit quelque chose, toute l'équipe est touchée là, par quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. Alors, quand il y a un suicide dans un milieu, tu peux imaginer que ça a un impact majeur. Alors, on veut que nous, notre objectif, c'est très ambitieux, on en est consciente, mais on veut vraiment que chaque milieu de vie, que ce soit milieu de travail, centre sportif, école, euh, centre social, tous les milieux de vie aient un protocole de postvention. Un protocole de postvention, en fait, parce que le mot est pas familier à tout le monde, c'est que si il arrive dans un milieu de vie, un suicide, il y a la recette à suivre. Qu'est-ce qu'on doit faire quand arrive un suicide dans un milieu? Je le compare souvent, puis l'équipe, on est rendu compte qu'on compare tous à ça, à un plan d'incendie. Dans tous nos bâtiments, on a un plan d'incendie, on sait par quelle porte sortir, à quel endroit on se rejoint, on fait des comment qu'on appelle ça là, des exercices de feu pour voir si tout le monde a bien intégré le plan d'incendie. Ben, le protocole de postvention, c'est un peu la même chose. S'il y a un suicide dans un milieu, et on parle entre autres des milieux de travail parce que tu m'as posé la question sur les milieux de travail, quand arrive un suicide dans un milieu de travail, c'est souvent l'odieux d'annoncer à l'équipe le suicide d'une personne, des fois d'avoir à composer avec la famille qui l'apprend, et cetera, et cetera. C'est vraiment difficile. C'est des gens qui sont pas habitués de faire ça. Alors, on prépare le protocole qui a quelques pages, qui est adapté au milieu. C'est qui la première personne à contacter? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on envoie un courriel ou pas? Tout est écrit dans ce protocole-là, donc on suit la recette quand ça arrive. On souhaite que ça arrive pas, bien évidemment, parce qu'on tend vers le zéro. C'est ce qu'on veut, zéro suicide. Mais si ça arrive, on est en prévention et c'est en même temps, une fois que c'est arrivé, on a un protocole de postvention. Ce qui arrive souvent, puis malheureusement, c'est que les gens ne connaissent pas tant ce service-là de faire le protocole. Et quand arrive un suicide, on fait ce qu'on peut avec les connaissances qu'on a, puis on veut tellement être bienveillant, mais des fois, on fait des petits moves qu'on fait: «Oh, j'aurais pas dû le dire de même à personne, ta place, elle a créé ça». Ben souvent, ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, c'est que quand il y avait un suicide puis qu'on intervenait en postvention, donc on envoyait une équipe sur place intervenir avec les personnes, ils se disaient: «On savait plus quoi faire» et ça désorganise complètement le milieu. Alors, en ayant un protocole de postvention, on est en prévention et on évite un je dirais des mauvais moves, je vais dire ça, des mauvais, tu sais, ou des appels qu'on aurait peut-être pas dû faire en premier ou, tu sais, on a envoyé un message à tout le monde, mais on s'est pas assuré que tout le monde est en sécurité. Tu sais, ce genre de truc-là, nous, on prépare ça, puis c'est notre travail de s'assurer d'avoir quelque chose qui est adapté au milieu. Alors ça, c'est un service qu'on offre. Comme on offre une multitude de formations en milieu de travail, des formations sentinelles pour que les personnes qui peuvent détecter des personnes parfois qui ont des idéations suicidaires, on offre de la formation aussi comment mieux prévenir le suicide dans leur milieu et c'est beaucoup en adéquation avec la nouvelle loi, la loi 27 qui est, l'amélioration au niveau des risques psychosociaux, s'assurer qu'on ait le moins de risques psychosociaux possible. Beh, tous les employeurs sont, obligés de mettre en place des protocoles, des processus pour s'assurer qu'on accompagne bien les travailleurs, travailleuses
Alors, c'est dans ce contexte-là que nous, on peut venir soutenir énormément les milieux de travail parce que quand quelqu'un est en détresse, on sait comment s'y prendre, comment référer, à quel moment on réfère le numéro de téléphone, tout ça. Fait que le protocole de postvention, l'accompagnement, la formation en milieu de travail, c'est vraiment je vais l'appeler de même une niche qu'on a développée depuis quelques années, qu'on apprécie énormément. Et je pense que les milieux de travail qu'on a rencontrés, avec qui on a fait des protocoles, etc., apprécient cet accompagnement-là puis ce soutien-là. Mais là, demain matin, moi, je vais avoir ce merveilleux service-là. Comment ça fonctionne? En fait, vous pouvez directement appeler à la 1-866 appel et demander d'être référé à l'équipe, qui, puis il y a aussi le volet administratif. On a un numéro administratif que honnêtement, je vais te dire un secret, je le sais pas par cœur, mais il est écrit sur notre site web. Moi, j'appelle jamais, tu sais, je reçois les appels, fait que j'appelle jamais. Mais on pourrait, l'ajouter à la fin s'il le faut, mais somme toute, il y a un numéro administratif où on peut demander à parler à l'équipe de formation qui s'occupe de faire les rencontres pour préparer les protocoles de postvention. Ça se fait évidemment à partir de l'équipe de gestion, le directeur, l'équipe des RH. Ça se travaille au début avec ça et ça, on y adjoint des employés. Mais ça, c'est tout décidé avec l'équipe en fonction du milieu de travail. Combien il y a d'employés, etc., etc. Tout est calculé pour que ça réponde aux besoins de la structure où est-ce qu'on va. Alors, il suffit d'appeler soit un 866 en disant j'aimerais avoir le numéro. Idéalement, on pourrait trouver le numéro administratif, puis on pourrait renvoyer ça à l'équipe de formation qui va évaluer le besoin et euh, repérer un intervenant formateur qui va aller former l'équipe et préparer le protocole de postvention. On peut parler de 3 rencontres, environ de 3 heures pour faire un protocole qui est adapté, puis il reste après ça à le présenter à l'équipe pour que tout le monde le sache. Et là, on parle d'équipe de travail, mais est-ce que ça peut être dans les écoles? Est-ce que ça peut être, Ouais. tu sais, quel type d'environnement on peut avoir ce service-là? C'est tellement une bonne question, Sarah, parce qu'effectivement, les écoles, ça a plusieurs milieux, hein. Tu sais, ça a tu sais, si on va, mettons, dans un cégep d'ailleurs, tous les protocoles de postvention ont été beaucoup, débutés, nous, dans les, universités et dans les cégeps. Parce qu'il y a plusieurs départements, plusieurs secteurs. Alors, comment on s'assure que tout le monde soit informé quand il arrive quelque chose, quand il y a un suicide puis que ça touche, mettons, tout un département? Là, je vais utiliser un département que moi je connais bien, le département de technique de travail social. C'est là que j'ai fait mes premières études. Technique de travail social, il arrive un suicide dans ce département-là. Ça touche le département, mais ça touchera probablement le pavillon en entier. Ça touchera probablement d'autres secteurs parce que les gens vont ensemble en français dans un autre pavillon, tu sais, tout ça. Alors, comment on décline une offre de postvention? Comment on s'assure qu'on informe les professeurs, qu'on informe les étudiants, etc., et tout ça? Fait que oui, on accompagne les écoles. On accompagne, en fait, tout milieu de vie. L'école, pour nous, c'est un milieu de vie. Une équipe sportive, une équipe de hockey. On accompagne une équipe de hockey à avoir un protocole de postvention si jamais ça arrive. Alors, on fait juste l'adapter en fonction du milieu et des personnes qui composent cette équipe-là. Et est-ce qu'il y a un minimum de personnes à avoir dans l'équipe X? Non, il y a pas de minimum. C'est sûr que ça sera un petit protocole s'ils sont 3, mais l'idée d'un protocole, c'est surtout quand il y a différents services, différentes, équipes, comment on s'y prend, qui on informe en premier. Puis là, il y a toute l'analyse. Ben là, il travaillait, mettons, dans telle équipe au niveau, de la construction, puis il était plus dans la maçonnerie, admettons. Ben, les gens avec qui il travaillait dans cette équipe-là sont très, très proches, mais il y a son grand ami qui est dans la même entreprise, mais qui s'occupe de l'électricité. Puis lui, il sera pas au courant en premier, est-ce qu'on l'appelle? Donc, tout est planifié et adapté au milieu. Puis c'est vraiment avec les cadres, les RH qu'on est capable de décliner qui fait quoi, comment et qui appelle qui quand. Tout ça est fait dans le protocole. Alors, c'est un petit document qui est tout notre plan de sécurité. C'est que s'il arrive de quoi, on l'a, il est là, on l'utilise, puis tout est là. Puis ce plan de sécurité-là, évidemment, ou ce protocole de postvention-là, on l'évalue à chaque année. On regarde à chaque année, est-ce que c'est encore les bonnes personnes? Est-ce que c'est encore les bons numéros de téléphone? Est-ce que c'est les bonnes adresses qu'on a mis dedans? Est-ce que, tu sais, tout ça est là? Ça a l'air bien lourd, mais c'est pas lourd. Puis c'est toutes les étapes, qui on appelle comment, puis qui fait quoi. C'est très rassurant pour une équipe de travail ou une équipe scolaire, etc., etc. C'est certain. Et quand on parle de prévention et de Ouais. sensibilisation, qu'est-ce que vous faites? Je te dirais que moi, là, ça, c'est une confidence, ça, c'est mon dada. Je suis une fan finie depuis toujours de la sensibilisation, prévention, Et parce que pourquoi? je crois qu'avant qu'on arrive à la crise, il y a tellement de choses à faire.
Dans notre communauté, on est souvent puis tu sais, au Québec, ça, c'est un cas proche que je fais. Je trouve qu'on est souvent dans le curatif, puis on donne peu de valeur à la sensibilisation prévention, malheureusement. C'est pas tangible. Sensibiliser puis prévenir, c'est pas tangible comme on a, donné tant de médicaments, on a hospitalisé tant de personnes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est combien de personnes, avec nos ateliers de sensibilisation prévention, on a évité qu'ils se rendent à la crise. Et ça, pour moi, là, ça, là, c'est un game changer dans, excuse l'anglicisme, mais pour moi, ça change complètement l'affaire d'avoir ce genre d'atelier-là. On a une équipe dédiée qui s'occupe, en fait, on a l'équipe formation, sensibilisation, prévention au Centre de prévention du suicide. Donc, on a toute la formation que je parlais tantôt pour les entreprises, pour les écoles. On forme aussi tous les intervenants du milieu, euh, en fait, communautaire nous appellent pour qu'on forme les intervenants spécifiquement en prévention du suicide. Même si on a un bagage en éducation spécialisée en psychologie, on va les former comment intervenir avec les bonnes pratiques en prévention du suicide. Et on a adjoint à ce volet-là de la formation sensibilisation, prévention. Et ça, c'est qu'on reste très alerte aux communautés qui sont surreprésentées sur nos lignes. Je donne un exemple. On s'est rendu compte, admettons que les jeunes filles dans les statistiques de 12 à 14 ans, puis de 14 à 29 ans, c'était une population surreprésentée sur nos lignes en clavardage, mais c'était aussi une population qui était plus en détresse 10 fois plus qu'avant, qu'il y a quelques années, et qui était en détresse et avait des idées suicidaires de façon plus récurrente. Et là, on s'est dit, il faut faire de quoi pour les jeunes? On n'a peut-être pas d'atelier spécifique pour les jeunes. Donc, on s'est associé aux Auberges du Cœur et qui, eux autres, rejoignent des jeunes de 17 à 30 environ qui sont souvent en situation de grande précarité. Des fois, c'est des jeunes qui sont sortis de la DPJ, etc. Et on crée des ateliers de sensibilisation et prévention dans leur milieu. Fait que nous, l'intervenant sensibilisation prévention s'en va dans le milieu, collabore avec l'Auberge du Cœur et crée des ateliers adaptés. On s'est rendu compte aussi que malheureusement, les aînés sont souvent isolés. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'isolement, ça amène des idéations suicidaires. Donc, on a développé un programme qui s'appelle Liens précieux, puis qui est un atelier de sensibilisation prévention, mais surtout un objectif ultime qui est briser l'isolement, les réunir, soit dans leur milieu de vie, soit dans nos bureaux avec des gens qui habitent en résidence, dans n'importe quel type de résidence, peuvent venir chez nous, puis il va y avoir des activités dédiées pour eux, où on va adresser les problématiques de la détresse suicidaire, etc., mais de façon plus légère parce qu'on est en sensibilisation prévention et on va leur permettre de créer des ponts et des liens significatifs avec d'autres personnes. On a aussi développé de la formation pour les personnes en situation d'itinérance parce qu'intervenir en situation d'itinérance, c'est pas la même chose que d'intervenir avec quelqu'un qui a une résidence, etc., qui mange ses repas par jour. La détresse suicidaire est pas calculée pareil. Fait qu'on a développé quelque chose d'adapté pour eux. On travaille en collaboration avec Travail sans frontières pour des hommes qui ont déjà eu des idées suicidaires. On a décidé de travailler avec le ROIM, qui est le regroupement pour les hommes de l'île de Montréal, pour créer des capsules pour faire de la sensibilisation prévention. On travaille actuellement à un projet avec Amos pour les populations autochtones parce que parler de prévention du suicide avec les populations autochtones, c'est pas la même chose que parler de prévention du suicide avec les populations blanches caucasiennes. Ça n'a pas le même référent. Euh, Travailler la prévention du suicide avec les populations ou les communautés ethnoculturelles, ça n'a pas les mêmes référents non plus. Alors, on essaie de s'adapter pour mieux répondre à ces populations-là. Et on a des formations pour les 5-13 ans. Intervenir avec des enfants, c'est pas intervenir pareil avec des adultes. On a aussi développé des ateliers enfants-parents. Donc, des ateliers qui se scindent en deux. Quand c'est des proches qui ont vécu la perte d'un papa, d'une maman, ben on vient puis on est en, tu sais, on a la détresse, on a des ateliers dédiés pour les parents, les enfants, puis à mener tout ensemble. Fait que, tu sais, on adapte sensibilisation, prévention. On fait une multitude de kiosques. Exemple, on sera pendant les 3 jours à la Fierté Montréal. On fait un colloque en prévention du suicide pour mieux outiller les intervenants. Fait que tu vois, des ateliers, des ateliers de sensibilisation, prévention, là, on peut en faire des tonnes adaptées à la population cible avec qui on travaille. Puis quand je te disais au début, pour moi, ça fait écho, comment on améliore toujours notre façon de travailler, c'est en répondant aux besoins spécifiques de la population avec qui on travaille. Il y a une approche générale qui est les bonnes pratiques en prévention du suicide, mais il y a une approche spécifique. On se forme pour intervenir mieux avec les personnes qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme. C'est pas la même chose quand on parle de suicide. Alors, tu sais, vraiment d'être connecté à la réalité de la personne et partir de leurs besoins et leurs solutions plutôt que nous, c'est vraiment hyper passionnant. Puis c'est le fun de voir
l'impact que ça a dans la communauté aussi. Fait que, tu sais, je viens de te dire plein de projets qu'on a en sensibilisation, prévention, mais je te garantis qu'on se reparle dans 2 ans, puis il y en aura certainement 10 autres, parce qu'on va avoir plein d'autres idées qui vont sortir. Ça me frissonne de bonheur entendre tout ça, mais surtout, moi, j'ai besoin de ça ou quelqu'un qui écoute l'épisode a besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver toutes ces belles formations-là et pouvoir y adhérer? Ben, en fait, sur le site du CPS Montréal, .ca, il y a vraiment la liste de toutes les formations, de tous les ateliers. Tu sais, on a juste à aller fouiller. Le site est quand même convivial, il est intéressant. Cliquez dessus, vous avez les coordonnées, à qui écrire pour avoir le numéro de téléphone. Tout est là. C'est tantôt, je vous disais que je connaissais pas par cœur. J'ai de la misère à me rappeler mon propre numéro de téléphone. Tu sais, fait que c'est pas facile. Mais sur le site, sur la page, il y a le nom de la personne à qui s'adresser. J'ai une équipe aussi de coordination puis de direction du secteur d'activité qui sont formidables. Ils ont rencontré dernièrement des équipes spécifiques dans un milieu X. On est en train de développer un partenariat avec ce milieu-là. Tu sais, ils sont à l'écoute réellement du besoin du milieu, puis on essaie de l'adapter le plus possible. Euh, Puis on a la base qui est là parce qu'on intervient avec les bonnes pratiques, mais l'idée, c'est vraiment de dire comment on peut faire toujours mieux, comment on peut être encore meilleur. Même si je suis très fière de mon équipe, je pense qu'on peut être encore meilleur tout le temps. C'est tellement important ce que vous faites. On en a besoin d'organismes comme ça, justement, et de la prévention avant, justement, que quelque chose arrive. C'est hyper important. Oui, ben, en tout cas, honnêtement, je je pensais même pas être aussi passionnée par la thématique il y a 4 ans. Puis, tu sais, je suis passionnée, même si, tu sais, ça peut paraître lourd comme thématique. Moi, je trouve qu'il y a tellement d'espoir. On peut tellement faire de choses parce que tout le monde peut y contribuer. Tu sais, on est une communauté. Tu sais, il y a des choses où tu te dis, ben ça, c'est tellement spécifique, je ne saurais pas parce que, exemple, les gens consomment de la drogue, je connais pas les sortes de drogue. Mais, tu sais, la prévention du suicide, c'est de l'écoute, c'est de la disponibilité, puis c'est tout le monde peut faire une différence là-dedans. Fait que moi, je suis, j'ai envie juste qu'on s'assure d'avoir des beaux filets de sécurité autour des personnes qui vont pas bien parce que aller pas bien, ça peut durer qu'un temps. Tu sais, ça va revenir. Faut juste se donner le temps puis l'espoir de mettre en place des stratégies qui améliorent notre qualité de vie ou le moment de détresse qu'on vit en ce moment. Tu sais. Je donne souvent cet exemple-là, mais la détresse suicidaire, c'est vraiment être dans un tunnel noir. Ouais. Avance, il y a des petites fissures de lumière qui approchent, puis on voit la lumière de plus en plus. Ça peut être long, mais on peut y arriver. En fait, tout est possible si on y met les efforts jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Parfois, on peut calculer en secondes au départ. Ça devient en minutes, ça devient en heures, ça devient en journée, mais c'est possible. Puis d'entendre justement que c'est possible, puis d'avoir des formations pour tout type de personnes, c'est là qu'on peut l'entendre encore plus. Puis si on vit cette situation-là, se dire que c'est juste un espace-temps dans notre vie, puis que peut-être que dans 1 an, 3 ans, tu vas être complètement ailleurs, puis c'est ça qu'on veut aussi, là. Tout à fait, puis on a souvent des beaux témoignages de gens justement qui nous disent, tu sais: «C'était une période tellement difficile». Tu sais, j'ai eu la chance de parler à quelqu'un qui a été dans l'écoute, qui a pris le temps, qui m'a pas jugé, puis aujourd'hui, mon Dieu, tu sais, d'appeler. Il y a jamais de il y a pas comme: «C'est-tu assez important que j'appelle?» Oui, tu peux appeler quand tu veux. Puis si c'est pas la bonne place, là, mettons qu'on évalue puis que quand tu as besoin d'aide, puis c'est, mettons, pas de la détresse suicidaire, puis c'est pas le CPS qui peut répondre, j'ai la chance quand même d'avoir une équipe qui est bien branchée sur toutes les ressources qui existent à Montréal. Alors, ils sont en mesure de faire un bon référencement vers les ressources. Tu sais, ils feront pas un suivi après, mais tu sais, je sens qu'actuellement, tu as besoin d'aide parce que là, ce qui te rend en détresse, c'est que tu vas perdre ton logement, puis je comprends. Puis, tu sais, on valide le fait qu'on comprend que c'est difficile, là. On fera pas, ben, c'est pas grave, inquiète-toi pas, tu vas en trouver un autre, là. La personne, elle va perdre son logement, c'est très important. Ben, on va peut-être la référer vers son comité logement dans son secteur. On va dire, t'habites quel quartier? On va t'envoyer vers ton puis eux vont pouvoir t'accompagner là-dedans pour avoir le plus d'aide. Si jamais ça va pas bien encore, rappelle-nous. Tu sais, on peut, nous, c'est sûr que les gens vont dire, ben, tu m'as pas écouté tant longtemps. Mais si t'es pas en détresse suicidaire, je vais te référer vers la bonne ressource parce que nous, on est là. J'ai pas
sais, c'est pas inépuisable vu que c'est des humains derrière, c'est pas une machine. Ben, si je fais de l'intervention, plein d'autres types d'interventions dans ma boîte, je fais plus d'intervention en prévention du suicide, mais ma ligne va être occupée, je pourrai pas répondre. Alors, c'est pour ça qu'on fait du référencement. C'est pas parce qu'on veut pas parler avec la personne, c'est qu'on pense qu'il y a des ressources qui vont être plus adaptées, mieux adaptées à leurs besoins. Mais si la personne est en détresse suicidaire, c'est clair qu'on prend le temps avec cette personne-là et le temps, c'est elle qui le dicte. Évidemment, on passera pas 7 heures en ligne, là. Ça arrive pas, c'est jamais arrivé, puis ça a pas raison d'arriver parce qu'on va closer, puis on va la référer au bon endroit. Excusez encore, j'ai dit closer. On va fermer l'entrevue, mais la des fois, je réalise pas, là, c'est ça. Je parle comme je parle, tu sais. Mais c'est ça, mais je pense que l'important, c'est de savoir que ce soit toujours pris au sérieux puis avec beaucoup de rigueur. Ça, c'est important. Et j'aimerais qu'on vienne à un sujet quand même important. Souvent, on pense peut-être que les personnes qui répondent n'ont pas de formation. On en a parlé tantôt, vous en donniez, Ouais. mais c'est qui ces personnes-là qui répondent? Puis quel type de formation ils ont en arrière du téléphone? En fait, c'est toutes des personnes qui, ont soit je dis ben, on va commencer avec une technique, soit en travail social, en éducation spécialisée. La plupart, pour ne pas dire la majorité, ont un bac en psychologie, en travail social ou en sexologie. J'ai quelques personnes qui ont des maîtrises aussi, et d'autres en des certificats en relation d'aide, différents types de certificats en relation d'aide. Alors, c'est toutes des personnes qui, à la base, avant d'avoir la formation spécifique en prévention du suicide, qui est à peu près une dizaine de jours de plus, quand même, là, juste sur cette thématique-là, environ une dizaine de jours, même un petit peu plus. Ben, puis si on rajoute le volet clavardage, c'est encore plus, là, parce que c'est, une autre semaine de plus. Fait que, tu sais, c'est comme d'autres techniques, au niveau du clavardage. Mais c'est toutes des gens qui ont une formation, soit, collégiale ou universitaire, dans le domaine de l'intervention psychosociale et qui complètent par une multitude d'autres, formations qu'on leur octroie. Nous, on pense que la formation continue est nécessaire. C'est sûr et certain que, les employés chez nous n'ont pas leur formation, ils n'ont plus de formation le reste de leur vie. Ils ont l'opportunité d'aller suivre de la formation justement sur comment intervenir avec une personne qui a un choc post-traumatique, comment intervenir avec une donc ils continuent il y a de la formation continue, de façon, importante, au CPS. Ils ont accès aussi à des colloques, pour aller chercher de la formation supplémentaire. Ils ont accès à aussi du soutien, de l'accompagnement clinique, de psychologues qui viennent les aider. Donc c'est des intervenants qui sont en posture et en mesure d'intervenir auprès des personnes qui sont en détresse suicidaire, parce qu'elles ont les compétences, les qualités et la formation requise. Très important de le mentionner parce que souvent, on peut avoir peut-être un manque de courage, si je peux dire ça, à appeler en pensant que ces personnes-là n'ont pas de formation, Ouais. mais ils ont la formation nécessaire pour vous répondre et vont le faire. Oui, tout à fait. C'est des gens qualifiés puis, qui peaufinent à chaque année avec une multitude d'autres formations continues, leurs habiletés à répondre adéquatement aux personnes, puis à référer adéquatement s'il y a lieu aussi. Et j'aimerais qu'on aille dans les tabous et les mythes parce Oui. que, bien évidemment, tu dois en connaître, hein, et on en connaît tous. Ouais. Et mon but est de démystifier, jour après jour parce qu'on se doit de le faire quotidiennement parce que c'est un enjeu qui devient, de plus en plus, connu au Québec, si je peux dire ça. Alors, as-tu des mythes, des tabous que tu aimerais démystifier, Ben, en fait, j'aurais envie de parler du premier que je trouve tout le temps, difficile, puis j'entends souvent. J'essaie à chaque fois de me faire un devoir de dire: «Non, non, 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 faut le prendre au sérieux». Cette personne-là, elle fait juste des menaces. Elle passera jamais à l'acte. Alors de pas prendre au sérieux quelqu'un, bon, elle ça fait 2 ans qu'elle dit ça, fait que, tu sais, c'est pas vrai. C'est un tabou, parce que, ce qu'il faut se rappeler derrière le fait d'en parler, au final, c'est qu'il faut se rappeler que cette personne-là est en détresse. Qu'elle soit en détresse suicidaire ou pas, si elle mentionne ça régulièrement, c'est qu'elle va pas bien. Ça se peut qu'elle passe à l'acte, à un moment donné. Fait qu'il faut qu'à chaque fois qu'une personne nomme son envie de passer à l'acte ou de se suicider, qu'on le prenne au sérieux. C'est pas juste des menaces. Puis oui, ça peut être perçu comme ça, puis dire: «Hey, mon Dieu, ça devient lourd», mais si on n'est plus capable de le prendre comme humain, parce que dire: «Ah mon Dieu, ça m'épuise, je suis plus capable, je suis plus empathique», ben peut-être de passer la POC à quelqu'un d'autre pour que la personne ait l'écoute nécessaire ou l'accompagnement ou le référencement. Parce que faut pas que la personne non plus se sente coupable de dire: «Ben,
je trouve ça lourd, je trouve ça difficile. Fait que, tu sais, peut-être d'aller chercher du soutien, mais la personne qui ne fait pas nécessairement des menaces, elle peut passer à l'acte. Alors, ce n'est pas juste des menaces. Faut prendre ça au sérieux tout le temps. Ensuite, j'essaie d'en trouver des bons là, parce que là, tu sais, je les avais pas écrits. C'est bon, c'est ça que j'ai fait. Je les ai pas écrits. Y en a-tu, toi, qui te viennent en tête que tu te dis, hey, il me semble que ça, je l'entends souvent, c'est-tu vrai? Ben moi, j'ai souvent, ben j'en ai plusieurs moi aussi là, évidemment là, mais j'ai souvent que les idées suicidaires, on doit pas les considérer, que c'est pas un système d'alarme. J'ai souvent ça. Oui, si on a des idées suicidaires, il faut s'en occuper parce qu'elles vont peut-être partir, mais revenir. Alors, faut les traiter, tu sais. Puis, tu sais, il y a aussi que les idées suicidaires, ça contamine tout le monde autour. Ben oui, il peut y avoir des effets de contamination, mais c'est pour ça que, entre autres, un protocole de postvention, une ligne d'écoute peut s'assurer d'aller valider ce genre d'informations-là. Mais, tu sais, c'est ou tu sais que c'est dans le sang, tu sais genre, il s'est suicidé, c'est sûr que ça c'est dans le sang, mais tu sais c'est la santé mentale. On peut avoir des enjeux de santé mentale, puis des fois tu dis: «Ah oui, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de dépression régulière, puis ah son enfant a aussi des dépressions plus régulières». C'est de la santé mentale. Alors tu sais évidemment, ça veut pas dire que la personne parce qu'elle s'est suicidée que quelqu'un va se suicider à côté aussi d'office, mais il faut être alerte, il faut rester vigilant puis aller voir tu sais, évaluer le risque de la personne qui est autour pour éviter les effets de contamination, tu sais. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes, tu crois, chez les gens, qui peuvent être en état suicidaire, endeuillés ou un proche? Qu'est-ce que tu veux dire par erreur? L'erreur qu'ils peuvent poser ou, Exemple, d'attendre d'aller extrêmement mal pour passer un coup de fil. Moi, je considère que c'est une erreur parce qu'on peut appeler aussi vite qu'on le désire, que ça soit banal. On éteint le feu le mmh plus rapidement possible. As-tu des erreurs, que tu vois plus fréquentes comme ça? Ben, en fait, la peur du jugement, tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Puis, tu sais, on sait que le 3/4 des en fait, le 3/4 des suicides, c'est encore des hommes qui passent à l'acte. Les hommes, il y a encore cette, faut qu'on reste fort, tu sais, appeler, c'est être faible. Ça, c'est un gros tabou. Appeler, c'est pas être faible, là. Appeler, c'est très fort d'appeler ou de texter. Puis c'est pour ça, je pense qu'on a mis en place, dans les dernières années, des services de texto puis de clavardage. Pour certaines personnes, des fois, parler, ça donne pas le goût, tu pas envie, mais d'avoir quelqu'un au bout du fil par clavardage, il y a personne qui entend autour, tu peux, discuter avec la personne, c'est très rassurant. Fait que je pense que d'attendre tard, ça n'est une erreur. De dire: «Je vais attendre d'être au bout du bout, puis ça va revenir. Ça va revenir, ça va passer». Ça peut être ponctuel, ça peut, être une détresse qui va être ponctuelle, puis mais c'est rare qu'on se lève le lendemain puis qu'on fait comme: «Ah, tout est parti». Alors peut-être juste de le ventiler, d'avoir des solutions qui résonnent pour nous, aidés par quelqu'un qui nous amène à les faire émerger. Parce que des fois, tu l'as dit tantôt, la petite feuille de papier ou l'arbre qui cache la forêt, là, c'est devant nous, puis là, on le voit pas. Et d'avoir quelqu'un qui nous aide à le sortir, de dire: «Ben, c'est vrai que quand j'étais avec Stéphane, mon ami, ça me donne un coup de pouce, puis je devrais y en parler». De pas en parler à personne, de garder ça secret, tu sais, de trouver, tu sais, juste une personne de confiance pour dire: «Si jamais ça va vraiment pas bien, je peux-tu te téléphoner?» Tu sais, de trouver la personne en qui on a confiance, puis à qui on a envie de le ventiler. Mais il y a beaucoup de gens qui gardent ça pour eux, ils veulent pas déranger les autres. Ça dérange pas personne. Il y a aussi le tabou de penser qu'on peut rien faire. Il y a rien à faire. Tu sais, de toute façon, il y a rien à faire. Il y a toujours, tu l'as dit tantôt aussi, Sarah, il y a toujours quelque chose à faire, tu sais, ne serait-ce que juste donner un numéro de téléphone, tu sais. Ça a l'air bien gros, mais dire: «Hey, je t'inquiète pour toi, je te donne ce numéro-là, j'aimerais ça que tu appelles. Si tu veux, je peux être là quand tu appelles». Tu sais? Mais les gens disent: «Non, non, je veux pas déranger, je veux pas déranger». Tu dérangeras pas. Tu sais, c'est important de le faire. Alors, tu sais, je crois que un des gros tu une des erreurs, parce qu'il y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de vivre de la détresse, mais une des meilleures façons de se débarrasser de sa détresse, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance. Puis si on a personne de confiance autour de soi,
ben, d'appeler une ligne comme la nôtre qui est là pour ça, puis qui va être dans l'écoute, puis qui va prendre le temps avec la personne. Puis des fois, en démêlant, dire: «Hey, mon Dieu, j'avais oublié que cette personne-là dans ma vie est encore importante, puis je pourrais y en parler». Parce qu'on aime bien trouver un petit filet de sécurité pour les personnes. Si elle nous dit qu'elle est complètement toute seule, ça va nous inquiéter comme intervenant. Et si elle nous dit: «Attends un peu, j'avais oublié, je peux en parler à telle personne. Shit, j'avais oublié que cette personne-là est dans ma vie, qui est importante». Puis je pense qu'elle m'accepterait comme ça, puis tu sais, lui dire, donc l'intervenant va me dire: «Tu veux-tu qu'on y en parle ensemble? Veux-tu que je sois là avec toi?» Tu sais? Donc l'accompagnement fait une grande différence, puis, il y a toujours de quoi faire, toujours. Toujours, puis ça aussi, c'est important de le mentionner, de le Ouais. rementionner parce Ben qu'on entend souvent, tu sais, c'est une souffrance mentale, elle ne se voit pas. On pense souvent qu'on est seul, qu'il y a rien à faire ou même les gens autour, mais il y a quelque chose à faire, c'est temporaire. La lumière revient au bout du tunnel rapidement, ouais. dès qu'on en parle. Ben oui, déjà là, il y a une douleur de moins sur les épaules. Tu sais, c'est très douloureux là, de traîner ça tout seul, mais tu sais, juste de dire: Je l'ai nommé à quelqu'un, puis demain, je vais pas bien en me levant, je le sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment, elle le sait, puis elle va comprendre pourquoi je le fais». Tu sais, ça fait une grosse différence. Fait que souvent, on va aller chercher, tu sais, tantôt tu me disais pourquoi les proches sont importants. Ben, ils sont souvent aux premières loges de soutenir la personne qui va pas bien. Alors, eux aussi, il faut en prendre soin. Tu sais, c'est important qu'eux autres aussi puissent avoir l'espace pour en discuter s'ils ont besoin d'en discuter, tu sais. Alors, évidemment, il y a toujours quelque chose à faire. On a toujours quelqu'un de près qui peut nous soutenir, nous accompagner. Puis sinon, ben, il y a toujours la 1-866 appel à n'importe quel moment. Tout le temps, tu peux parler à un intervenant qui va t'écouter puis prendre le temps avec toi. Et tout à l'heure, en début, on n'a pas fait la fameuse question dont je mentionne à tous. Bien évidemment que je voulais te laisser prendre le soin d'y réfléchir. Alors, que signifie pour toi «tu peux» fin de l'histoire? Eh boy! Moi, tu sais, puis ça va faire tellement écho à tout ce que je te dis depuis le début, mais tu peux faire la différence. Moi, tu sais, c'est juste ça qui me vient en tête, c'est que on pense ja tu sais, je suis pas bonne là-dedans, je serais pas capable d'aider, tu peux faire la différence. Je pense que c'est comme ça que moi j'ai décidé de m'investir dans le milieu social. Tu sais, j'ai dit: «Ah, attends un peu, moi je peux jouer un rôle là-dedans, je peux faire une différence». Fait que tu peux faire la différence. Puis le mot fin de l'histoire, ben, c'est cherche pas à est-ce que ça va être parfait, pas parfait, bon, pas tu peux faire la différence, fin de l'histoire. Tu peux faire la différence, that's it. Tu pas besoin de te poser la question: Je suis pas formée là-dedans. Ah, je suis pas très habile». Tu d'être là, des fois de même pas parler, juste d'être là, tu peux faire la différence, fin de l'histoire. Tu pas besoin d'être formé là-dedans. Quand tu l'es, c'est juste que tu vas plus loin, puis on va évaluer les risques. Mais toi, quand tu vois quelqu'un qui va pas bien, un ami, quand toi, tu veux pas bien, tu peux faire la différence en téléphonant, tu peux faire la différence en clavardant, tu peux faire la différence en parlant à quelqu'un. Fait que tu peux faire la différence, fin de l'histoire. C'est juste ça qui me vient en tête. J'ai essayé de dire comment je vais être hyper éloquente avec cette phrase-là. Il y a donc rien d'autre qui me vient que ça. Tu peux faire la différence à tous les niveaux, pour toi ou pour les autres, fin de l'histoire. Ben, c'est magnifique, c'est magnifique. On aime ça. Et dis-moi, pour terminer, si tu résumerais en quelques phrases à ton tour, l'organisme que tu portes dans ton cœur fièrement, qu'est-ce que tu dirais? J'aurais envie de dire, pour parler plus de l'humain derrière, que j'ai la chance de collaborer avec tout près de 70 belles personnes engagées dans sa communauté, qui croient qu'il y a de l'espoir toujours pour, améliorer la qualité de vie des personnes qui vont moins bien. Je dirais que ce soit avant la crise, pendant la crise ou après la crise, le Centre de prévention du suicide de Montréal est toujours, disponible. Qu'on est aussi, à l'écoute comme centre pour répondre à des besoins spécifiques et adapter notre intervention aux besoins. Alors n'hésitez jamais à communiquer avec nous pour dire: «Je pense que j'aimerais qu'on fasse de quoi, mais c'est spécifique avec cette population-là, puis on aurait peut-être besoin de développer ça ensemble. On aime bien, on est des bons collaborateurs, on aime collaborer, développer des initiatives nouvelles». J'ai envie de dire que chaque personne qui vient au centre de prévention du suicide sera accompagnée, à son rythme, avec son besoin puis sa réalité, puis que, j'espère que le centre de prévention du suicide pourrait un jour fermer ses portes parce qu'il y a plus de suicide, parce que
Mais malheureusement, ça arrivera peut-être pas, jamais, mais j'aimerais ça. C'est ça, c'est de l'idéalisme total. Mais à l'heure où on se parle, je sais que chaque personne qui fait le pas d'appeler au centre de prévention, de clavarder avec nous, d'envoyer un texto, termine cet appel-là avec un baume sur son cœur, puis avec quand même un peu moins de détresse sur les épaules. Alors, hésite jamais à parler à un intervenant chez nous. Dans la description, de l'épisode, vous allez retrouver bien évidemment le numéro d'appel, le numéro de clavardage, le numéro de texto. Vous allez tout retrouver pour pouvoir, prendre, les communications nécessaires avec le Centre de prévention suicide Montréal. Le concours est toujours aussi actif, donc vous vous abonnez à la page de Tu peux fin de l'histoire podcast, vous faites le petit pouce, vous commentez l'épisode et vous courez la chance de gagner un des 8 livres Tu peux fin de l'histoire parmi les abonnés. Le tirage va avoir lieu lorsqu'on va avoir atteint le 1000 abonnés. Alors, chaque épisode, vous pouvez faire tout ça et vous avez une chance de plus. J'aimerais te dire merci, Sylvie. Un, pour ta passion pour l'organisme. On voit clairement que tu es fière avec le bonheur dans tes yeux et que tu fais clairement une différence dans ton secteur de Montréal. Merci de t'intéresser à cette thématique-là. Ben, c'est important tout autant pour moi que pour toi de ton côté. Alors, on va terminer par la phrase qui termine le podcast. Alors, tu veux commencer par tu peux ou tu veux finir? Comme tu veux. Je te laisse aller. OK. Tu peux, Fin tu de peux faire la l'histoire! différence. Ah, c'est juste ça qu'on dit. OK, je recommence, j'étais pas bonne. On y Pas va. grave, on Tu peux, recommence. Let's go! tu peux. Fin de l'histoire! Merci Sylvie. Puis je vous invite à aller voir encore une fois les descriptifs et on se revoit à la prochaine épisode. Bonne Merci, journée! Sarah. Tu peux